Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec Pouch Media. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Fabrice Divizio, qui est un avocat et qui représente d'ailleurs le comité C19, un collectif, pardon, qui rassemble plusieurs comment dire, professionnels de la santé et qui ont porté plainte contre le gouvernement, certains membres du gouvernement pour la gestion du Covid, de la pandémie du Covid. Mais il représente aussi le professeur Raoult parce que tout récemment, l'avocat Divizio a déposé un recours au Conseil d'État et une plainte pénale après le refus de l'Agence du médicament d'autoriser l'utilisation de la chloroquine prônée par le professeur Raoult sur une échelle plus importante. Est-ce que c'est correct, ma présentation? Absolument, Parfait. absolument. Bonjour, Maître Divizio. Alors, Bonjour. parlez-nous de ce recours. Si vous voulez, euh, le professeur Raoult, bon, tout le monde le sait, est un fervent partisan défenseur de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, débat sur lequel moi j'ai pas à intervenir. Hein, je n'ai toujours pas d'avis, je n'aurai toujours pas d'avis sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Simplement, je suis étonné des conditions dans lesquelles lui a été refusée la recommandation temporaire d'utilisation. Il faut savoir que Didier Raoult a finalement reçu un courrier, on l'a vu récemment, de Sanofi avec quelques avertissements préalables, qui, pour la première fois de l'histoire, dit oui, mais vous comprenez, la chloroquine, ça marche pas, donc j'ai plus pouvoir vous livrer si je n'ai pas un cadre réglementaire pour effectivement pouvoir asseoir cette pratique de la délivrance de chloroquine. Ce qui est une aberration incroyable, c'est incroyable, incroyable d'en arriver là. C'est-à-dire que le laboratoire s'immisce dans la pratique du médecin. C'est quelque chose d'incroyable. Tu dis Raoult, dit bon, bah écoutez, s'il n'y a que ça, c'est facile. Je vais aller demander une recommandation temporaire d'utilisation, qui est une formalité. Il suffit de démontrer qu'il y a une présomption simple d'efficacité de la molécule. Et puis, vogue la galère. Ça avait été accordé à l'époque pour le baclofène. C'est un truc un peu en routine. Parce que c'est pour une durée limitée, renouvelable le cas échéant, mais c'est facile, c'est pour sécuriser une pratique. Et donc voilà. Et donc il produit des études qui montrent que la chloroquine est susceptible de fonctionner. Voilà. Contre toute attente, l'agence du médicament va dire ah bah non, non, je ne peux pas vous l'accorder. Non. Un, c'est dangereux. Ah bon. Deux, ça ne marche pas. Bah, alors, bon. Premier élément, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dangereux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est dangereux. Mais oui, vous savez bien, c'est dangereux, on n'a pas arrêté, il y a de la pharmacovigilance. Non, on va se calmer. La chloroquine, c'est un produit qui est surutilisé depuis des décennies. On a des pays qui l'utilisent en routine, encore aujourd'hui dans le cadre du Covid. Et il n'y a pas, si c'est bien fait et au dosage correct, de cardiotoxicité du produit. Il faut arrêter. On est même allé inventer une cardiotoxicité majeure avec l'azithromycine. Mais, avocat, maître Divizio, excusez-moi, mais il y a quelques mois, quand on a commencé le confinement, il y avait une étude qui avait été lancée à Angers pour comprendre un peu l'effet de la chloroquine dans les traitements de Covid. Cette étude n'a jamais vu le jour, exactement comme toutes les études finalement sur la chloroquine organisées dans un cadre, que ce soit Discovery ou que ce soit étude d'Angers, euh, ne sont pas allées jusqu'au bout. C'est d'ailleurs problématique. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, il dit Raoult, ce qu'il dit, il dit bon, écoutez, vous êtes gentil, mais à un moment donné, on va tous respirer. Je vous demande une présomption, si je vous demande une ERTU, donc une présomption simple, fin de l'histoire. Et ce qui nous étonne, nous, c'est qu'on a une autre molécule qui, elle, a bénéficié de beaucoup de considération, énormément de considération. C'est je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie, ô Remdesivir, tant et si bien qu'au mois de juillet, le, la NSM, l'Agence du médicament, va accorder une autorisation temporaire d'utilisation, donc au motif qu'il y a une présomption forte d'efficacité du produit, alors même que le produit, unanimement,
est décrié comme n'étant à tout lourd, pas efficace du tout, voire potentiellement d'ailleurs dangereux, mais en tout cas ne bénéficiant d'aucune efficacité. Tant et si bien que je l'ai déjà dit, mais 2 jours plus tard, la commission de transparence de la HAS va venir dire non, mais le service médical rendu est très faible. Ça marche pas, c'est pas génial. D'ailleurs, c'est bidon, dira Eric Combe, de donner un antiviral en réanimation. On n'a pas d'études, ça marche pas, on sait pas. Et malgré ça, on a une autorisation temporaire d'utilisation. Malgré ça, on a une AMM européenne. Malgré ça, on va précommander des stocks. Malgré ça, la FDA américaine va donner une autorisation du remdesivir. Et paradoxalement, vous avez au même moment Karine Lacombe qui, à peu près au même moment, devant l'Assemblée nationale, va venir dire non mais il n'y a pas de traitement contre le Covid. Il faut qu'on soit d'accord, rien ne marche. Alors peu importe que ce soit que la chloroquine marche ou pas, mais elle dira rien ne marche. Rien ne marche, ça veut dire que le remdesivir ne marche pas. Et ce point, effectivement, fait l'objet d'une unanimité. Ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas, pourquoi la NSM a accordé une autorisation temporaire d'utilisation avec donc cette présomption forte que ça marche, là où la communauté scientifique n'en veut pas et ne l'utilise pas? C'est quand même un paradoxe. Et ensuite, effectivement, 3 mois plus tard, va venir refuser au professeur Raoult une simple recommandation temporaire d'utilisation pour la chloroquine. Comment j'explique ce 2 poids, 2 mesures? Comment j'explique cette différence de traitement? Je donne une autorisation temporaire d'utilisation à une molécule qui ne marche pas, et c'est notoire qu'elle ne marche pas. C'est notoire, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors on essaye d'inventer un débat. Les anti-Raoult primaires, effectivement, essayent d'inventer un débat. Mais enfin, restons sérieux les garçons. Il n'y a aucun débat. Au mois de juillet, le remdesivir n'a pas fait la preuve de son efficacité, et tant et si bien que ce soit les autorités sanitaires qui le disent. Je veux bien qu'on vienne effectivement en permanence faire dire aux autorités ce qu'elles ne disent pas, mais en l'occurrence, c'est écrit, noir sur blanc. Ça ne marche pas. Et Karine Lacombe dira, il n'y a pas de traitement contre le Covid. Alors, pourquoi est-ce qu'on lui a accordé cette présomption forte? Pourquoi l'Europe, l'Agence européenne du médicament, a promu l'autorisation de mise sur le marché européenne? Pourquoi? Tant et si bien qu'il y a quand même eu, avec le remdesivir, des effets secondaires dont on ne sait pas très bien s'ils sont attribués à la molécule ou au cas, par exemple, vous avez des insuffisances rénales. Insuffisance rénale majeure nécessitant une dialyse, une étude le montre. Alors, est-ce que c'est lié au remdesivir? Est-ce que c'est lié à la situation des patients? Loin d'être clair sur cette question, mais on peut raisonnablement s'interroger. Donc, on a quand même un certain nombre d'éléments qui tendent à établir qu'on est face à un problème, et en tout cas face à une molécule qui ne marche pas. Alors, si je comprends bien, la chloroquine, il y a une controverse scientifique. Cette controverse, elle ne mérite pas qu'on lui accorde une recommandation temporaire d'utilisation, mais par contre, il n'y a pas de controverse scientifique sur le remdesivir qui ne marche pas, c'est notoire, et on lui accorde une ATU et une AMM européenne. Bravo les garçons, bravo. Bravo sur cette protection de la santé publique. Et ça, je suis censé, moi, dire ouais, c'est normal. On donne la priorité à un produit qui ne marche pas, mais je suis débile. Il paraît, j'ai entendu sur Twitter que j'étais un débile. Il est où les propos débiles? Sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. On a habitué à être c'est intéressant parce que les médecins. Non, mais c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous savez que moi, pour petite histoire, depuis que je défends Raoult, et je m'en expliquais, mais je passe mes journées. Alors j'ai les soutiens, beaucoup, notamment de médecins qui disent moi, je l'ai utilisé, la chloroquine, ça marche. Généraliste, juste pour comprendre. Des généralistes, réanimateurs, enfin un peu de tout, du monde entier, qui me disent ça marche. Moi, je n'ai pas à prendre parti sur le point de savoir si ça marche ou pas, je constate. Et effectivement, je constate ce qu'on me dit. Et deuxième élément, par contre, je reçois de plus en plus, et ça c'est inquiétant, des menaces. Je suis menacé parce que je défends un charlatan, parce que je défends un criminel, quoi. Le professeur Raoult est un criminel maintenant. Est-ce qu'on se rend compte du poids des mots? On utilise ces mots dans les accusations que quand vous... Absolument. Je défends un criminel et je suis criminel moi-même. Vous vous rendez compte un peu? Je veux dire, on vient accuser un professeur de médecine internationalement reconnu. D'abord, je rappelle à ceux qui disent ça que c'est un délit pénal d'accuser quelqu'un d'un crime. La diffamation. C'est la diffamation, c'est effectivement, en tout cas de l'injure, on n'a pas le droit de qualifier quelqu'un de criminel. Mais je veux dire, à un moment, on est dans une hystérie telle que finalement tout le monde,
Ceux-là accusent le professeur Raoult de crime, mais alors la NSM, elle fait quoi, elle? Ça ne pose problème à personne que l'agence du médicament vienne autoriser un médoc que personne ne veut et dont il est notoirement dit qu'il est inefficace. Et quand je le dis, et quand je le montre, on me dit c'est pas vrai. Oui, mais bon, à un moment donné, si vous voulez pas voir le réel, eh ben c'est comme ça que naissent les scandales de santé publique. Quand vous refusez de voir le réel et que vous commencez à chercher des excuses aux autorités sanitaires. C'est ça le problème. Bon, je dois aussi préciser qu'en tout cas, on avait remarqué on avait alerté sur des effets collatéraux aussi pour la chloroquine. Bien sûr. Et alors, je veux dire, d'abord, ces effets collatéraux, on peut en débattre. Je veux dire, moi, je n'ai pas à me prononcer sur ces derniers, mais en tout cas, ce que je note, c'est que l'Italie, par exemple, vous prenez l'Italie, c'est un bon exemple, l'Italie a retiré la chloroquine du remboursement, ok, pas de problème. Là, l'agence du médicament vient, il y a quelques jours, quelques semaines, d'écrire en disant on a des nouvelles études, donc on est en train de réévaluer la situation. Je ne sais pas ce qu'elle décidera. Mais on voit que rien n'est gravé dans le marbre sur la chloroquine. On voit qu'il y a une controverse. Parce que je me marre quand même. Mais rappelez-vous au moment de l'étude du Lancet, on essaye de me faire croire qu'il faut que j'ai confiance dans les études qui sont sorties contre la chloroquine, alors qu'une revue internationalement reconnue, qui est le prestige de la médecine, qui est la Rolls de la médecine, publie un truc qui relève dans un pays normalement constitué, dans un monde normalement constitué, du pénal quand même. On a falsifié des données. C'est ça qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a bidonné une étude. Et si Raoult et compagnie ne s'en étaient pas rendus compte et n'avaient pas fait un travail de recherche, qui aurait mis à jour ce scandale? Personne. Donc les donneurs de leçons aujourd'hui qui viennent cracher sur Raoult, j'aimerais bien de temps en temps qu'ils fassent preuve d'un peu d'humilité et qu'ils reconnaissent que ce scandale du Lancet est le scandale et la honte de la recherche internationale. Et que dès lors, quand on a été capable de faire ça, obligeant une revue à retirer cette étude, eh ben je vais vous dire, on ferme sa gueule. On ferme sa gueule. Mais, on ferme sa gueule non, mais attendez, et on se cache, et on se planque, et on se terre, et on demande pardon, pardon, pardon les gars. Quand on traite Raoult de criminel, alors que quelque part, on a publié une étude bidonnée, et on l'a défendue, et on s'est appuyé dessus pour retirer les essais de la chloroquine, et ça n'a pas fait un scandale international. Où est l'ordre des médecins? Où est le ministère de la Santé? Où est l'Agence européenne du médicament? Où est la FDA? Que n'a-t-on effectivement envoyé un coup de semonce violent au Lancet en disant à partir de maintenant c'est fini? Bien, personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Mais à votre avis, pourquoi? Quelle est votre idée? Eh bien, c'est peut-être la question qu'il va falloir se poser. Pourquoi est-ce qu'on est aussi complaisant avec ce qu'il est convenu de qualifier des fraudeurs? La preuve, l'étude a été retirée. Et pourquoi est-ce qu'on est aussi complaisant à l'égard d'une molécule qui ne marche pas? La preuve, la communauté scientifique le dit. Et que de l'autre, on refuse l'idée de dire ça peut peut-être marcher, la chloroquine. Je ne dis pas ça marche pas, ça marche. Il y a une présomption simple que ça marche. Pourquoi? Pourquoi un tel déferlement de violence sur cette molécule? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, ce que je dis, c'est qu'en droit, on a une expression, on plaide souvent un truc, l'excès tue le propos. Quand vous avez des magistrats dans des dossiers qui commencent à dire que le client, il a quasiment tué Kennedy, c'est mauvais signe. Si vous voulez, il y a une grande stratégie argumentative. Quand vous voulez faire passer quelque chose, vous avez besoin de faire en sorte que l'autre en face ne puisse plus se défendre. Une diabolisation. Pas seulement une diabolisation, un excès. C'est-à-dire que j'ai un exemple très précis. Vous licenciez quelqu'un, parce que vous ne l'aimez pas. Vous allez invoquer 30 griefs. Pour une raison simple, le nombre fait présomption de vérité. Ça, c'est un truc classique. Quand un juge d'instruction vous met en examen, il ne vous met pas en examen pour un truc. Si votre dossier est fragile, il va vous mettre en examen pour 10 trucs, le paradoxe. Parce que, comme ça, si vous êtes en examen pour 10,
bah, plus il va effectivement charger la barque, plus vous allez avoir du mal à vous défendre. Et bien, c'est ce qui se passe avec Raoult. Plus il y en a, est, mieux c'est bah, pratiquement. finalement, aujourd'hui, il doit se défendre sur tout, ce garçon. Mais sur tout, absolument tout. À chaque fois qu'il publie quelque chose, qu'il dit quelque chose, il doit se défendre sur tout. Il doit se défendre d'être un fraudeur. Il doit se défendre d'avoir fait ses cliniques sur les enfants. Il doit se défendre d'être un harceleur. Il doit se défendre sur tout. Mais à la fin de la fin, ce que je note, c'est que l'unanimité scientifique, elle existe juste sur un traitement que les autorités sanitaires ont validé. La chloroquine, laissons cela 10 secondes. Mais n'empêche que sur ce traitement qui n'a pas été validé par la communauté scientifique, qu'elle a désapprouvé, qu'elle a désavoué, l'agence sanitaire a dit, ouais, présomption forte de l'efficacité. Et ça pose pas de problème au ministère. Et ça, les vierges de la première heure, ça leur pose pas de problème. Ça pose pas de problème à cette communauté scientifique tellement intègre. Alors, ce qu'elle dit, juste pour terminer, ce qu'elle dit, elle dit, ouais, de toute façon, c'est bidon votre truc. On le sait que les deux ne marchent pas. Mais ça vous dérange pas que l'ANSM accorde une autorisation d'utilisation à un produit qui ne marche pas? Ça ne vous dérange pas qu'aujourd'hui, alors qu'on sait que l'ANSM a fait ça, que le produit n'est même plus, ne bénéficie plus de la TU, Gilead essaye de le refourguer quand même, plus ou moins en lien avec la DGS? Ça ne dérange pas? Bah non, ça ne dérange pas. Bah non, ça ne dérange pas. Est-ce que le problème, c'est pas dû au fait que la question chloroquine oui, chloroquine non est devenue très politique, finalement, pas seulement en France d'ailleurs? Le problème, c'est que tout est politique. Quand la gestion de la crise, c'est politique. La chloroquine, c'est politique. Tout est politique dans cette crise. On a choisi de tout politiser. Est-ce que Raoult, par exemple, est responsable du fait que Trump et Bolsonaro disent la chloroquine, ça marche? Il faudrait qu'il interdise, il faut qu'il leur interdise de le dire, c'est ça l'idée? Mais quel pouvoir il a sur eux? Si vous voulez, il ne faut pas se tromper de débat. Moi, la question de la chloroquine, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais manifestement, la communauté scientifique non plus. Alors évidemment, on va dire, ouais, mais si c'est acté. Comment ça, c'est acté? Comment ça, c'est acté? Oui, mais j'ai quand même des études qui montrent que ça marche. Ouais, mais c'est bidonné. C'est dans des revues, j'ai découvert ce mot, des revues prédatrices. Oh, comme c'est beau, c'est bien dit. C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire des revues qui ne valent rien. Ouais. Alors le Lancet est une revue prédatrice alors. Non, parce que les copains, ouais, mais alors quand je dis ça, on me dit, ouais, mais vous comprenez, le Lancet, il a retiré son étude. Non, mais je m'en fous qu'il l'ait retiré. Il aurait même jamais dû la publier. Les auteurs, ils ont été poursuivis. Ils ont été poursuivis, les auteurs. Ils ont été bannis à jamais de publication. Ils ont été poursuivis par leurs universités. Elles sont où les preuves que ce scandale a été traité à sa juste mesure? Ben non. Ça, c'est pas grave. Pareil, Discovery. Grande étude Discovery. Bon. Discovery s'interrompt brutalement, mais elle s'interrompt sur une note d'espoir, puisqu'elle s'interrompt sur le fait que, en gros, vous aviez une cinquantaine de patients inclus dans le bras chloroquine, et on voit que, a priori, ça a une tendance à diminuer la mortalité et diminuer la durée d'hospitalisation. Mais ça a été interrompu. Pourquoi? Pas assez de patients. Ça veut dire quoi, pas assez de patients? Il n'y a plus de malades maintenant. Bon, bref. Deux, si vous voulez, il y en a des malades aujourd'hui. Hein. Et deux, ouais, mais vous comprenez, c'est pas la peine parce que de toute façon, ça marche pas. Et quand effectivement, c'est très intéressant, Raoult te dit non mais c'est bidon ce truc, et vient démontrer qu'en fait il fallait inclure plus de patients parce qu'on était sur une note d'espoir, etc., qui allait démontrer quelque chose, on va interroger les auteurs de l'étude qui disent mais non, mais ils racontent n'importe quoi, machin. Ok, l'objectif c'est simple, il est simple, Raoult est un charlatan, et le reste du monde sont des gens extraordinairement compétents. Raoult est un charlatan, mais tout le reste, y compris ceux qui ont publié dans le Lancet, y compris la NSM, y compris effectivement tous ceux qui n'ont pas gueulé contre le Remdesivir, sont des gens extraordinaires. À partir de là, si on dit ça, forcément, qu'est-ce que vous voulez? Si on en arrive à dire, parce que c'est ça la stratégie des anti aujourd'hui, de ceux qui viennent, les anti-chloroquine, je m'en fous à la limite, mais de ceux qui viennent cracher sur Raoult parce qu'il ose poser des questions. Mais quelles questions eux ont posées? Ils étaient où? Elles étaient où les sociétés savantes lorsque concrètement les médecins n'avaient pas de masque? Elles étaient où les sociétés savantes quand effectivement on n'avait pas de test? Elles étaient où
pendant qu'effectivement on renvoyait les patients chez eux sans solution, et c'est pas un grief dans ma bouche. Le professeur Raoult et son équipe testaient massivement, ils convoquaient les patients, ils les traitaient. Alors effectivement, on peut dire qu'ils traitaient de manière controversée, mais il y a eu plus de morts à Marseille qu'ailleurs. Enfin, faut arrêter les conneries à un moment donné. Il a tué des patients, c'est ça qu'on dit, on est capable de dire qu'il a tué des patients. Pendant ce temps-là, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il convoquait les patients pour essayer d'assurer un suivi. Pendant ce temps-là, les marins-pompiers de Marseille allaient tester les gens dans les EHPAD. Pendant que nous, on était incapables de faire quoi que ce soit, eux, effectivement, au moins, prenaient part au conflit, puisqu'il paraît qu'on était en guerre. Les sociétés savantes, elles étaient où pour proposer des solutions? Elles étaient où pour saisir les tribunaux parce qu'on manquait de masques? Parce qu'on manquait de tout. C'est un peu bizarre, en tout cas, de vous entendre parce que finalement, à la base de tout, il y avait un problème sanitaire, quelque chose qui aurait dû être géré au niveau des médecins, de la santé, de la recherche. Le Et problème, je finalement, vais vous dire, on a reproché, le problème de ce pays, je vais vous dire quel est le problème de ce pays, je fais ça tous les jours. Le problème de ce pays, c'est qu'on est enfermé. Il est bizarre ce pays. Il a rejeté l'Église catholique. C'est très bizarre ce pays quand on y pense. C'est un pays qui a rejeté l'Église catholique et cette séparation de l'Église et de l'État, mais on n'aime jamais, on n'aime rien de plus que les dogmes. On aime les cérémonies pompeuses. On aime les gens qui sont beaux, pompeux, qui il y sont a dans un quelqu'un qui dit système. que c'est une république monarchique. C'est Oui, il y a un, quelque chose d'assez vrai. C'est-à-dire c'est qu'on un aime. contresens, mais Non, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on aime ce qui est pompeux. Et alors, forcément, Raoult, bah, il n'est pas pompeux, ou plus exactement, je vais le dire différemment, il a un côté anti-système. Ouais, c'est vrai. Il a un côté marginal. Ouais, c'est vrai. Il est parfois sur la forme, bon, pas tout à fait dans les clous. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est vrai que moi, j'aurais pas dit les vous êtes choses son comme il les a dit. avocat, vous le dites. Non, mais je veux dire, on va être transparent. Moi, je veux dire, je suis comme ça. C'est-à-dire que je connais bien ce genre de profil. C'est assez amusant qu'ils soient venus me chercher d'ailleurs. Parce que moi, je suis un mec qui s'encombre pas de formalités. C'est-à-dire quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et finalement, je me soucie assez peu de la façon, c'est peut-être un tort d'ailleurs, de la façon dont ça va être reçu. Parce que j'ai une liberté de ton qui fait que je suis comme ça et fin de l'histoire. Raoult, il est un peu comme ça, quelque part. Alors forcément, de temps en temps, ça coince. Et ça, on n'aime pas. Ce qu'on ne lui pardonnera pas à Raoult, c'est franchement d'être anti-système, au sens littéral. C'est un type qui fait les choses dans son coin. On voit bien, hein. On voit bien que l'IHU, pardon, hein, mais il a réussi là où tout le reste de la France a échoué. Il a réussi là où tout le reste de la France a échoué. Quel est le problème majeur dans ce pays, indépendamment du traitement? Pourquoi l'épidémie s'envole? Pourquoi l'épidémie n'arrive pas? À cause des tests. On n'a testé personne, 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 personne. Mais n'empêche que le gouvernement, le ministre de la Santé, dit que on fait de plus en plus de tests. Cher ami, à Marseille, depuis le mois de mars, ils testent. Aujourd'hui, à Marseille, ils sont capables d'avoir des tests PCR en 20 minutes. Ils sont capables d'isoler des clusters tout de suite. Ils sont capables, effectivement, avec les marins-pompiers, de regarder le taux de circulation du virus dans les eaux usées. Mais alors, pourquoi on Ils ne ont le fait fait... pas ailleurs? Ah, mais pourquoi on ne le fait pas ailleurs? Voilà la bonne question. Mais en France, on ne se pose pas ces questions-là. En France, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on préfère tuer le messager, tuer le prophète, pour éviter qu'il nous renvoie à nos limites. Parce que franchement, moi, j'accepterais des critiques contre Raoult le jour où on aura fait la moitié de ce qu'il a fait. Quand quelqu'un peut présenter un bilan et qu'il aura fait la moitié de ce qu'il a fait en termes de traitement, en termes d'oxygénothérapie, Raoult, effectivement, depuis le début, dit qu'il faut donner aux gens des oxymètres pour vérifier que leur saturation ne chute pas trop, parce qu'on sait que le problème de ce Covid, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. Les gens se sentent bien, mais pourtant, ils ont une saturation qui chute, et ça va être très très vite. Du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver en réanimation. Depuis le début, il le dit. Or, c'est un des seuls à le dire. Il avait par contre aussi fait des prédictions, on peut le dire, on peut le définir comme ça, qui ne se sont pas réalisées finalement. Alors, je vais vous dire, sur les prédictions, il ne faut pas trop me chauffer. Parce que, je veux dire, ça m'agace quand j'entends ça, pour deux raisons. Admettons qu'il soit trompé, j'en sais rien. À vrai dire, d'ailleurs, c'est assez amusant que Raoult soit venu me voir, parce que je dois être un de ceux qui l'écoutaient le moins. Donc, je veux dire, ce qu'il a dit ou pas dit,
je m'en fous un peu, en fait, pour être honnête. Mais ceci dit, quand on voit le nombre de mecs qui se sont plantés en février, hein, on en reparle de février, on en reparle de président de syndicat qui est très médiatique aujourd'hui, qui est un type qui passe souvent sur votre chaîne et qui est venu dire que c'était une grippe, à un tel point qu'un animateur télé le lui a reproché d'ailleurs. On reparle de ceux qui disent bon, les vieux vont mourir, mais vous inquiétez pas, les autres n'auront pas de problème. On reparle de tous ceux qui effectivement avaient prédit un apocalypse à 400 000 morts. On reparle de tous ceux qui sont plantés depuis février. Je trouve ça incroyable. On reparle de tous ceux qui se sont plantés sur le remdesivir, par exemple. On vient reprocher à Raoult de s'être trompé. Admettons qu'il se soit trompé, j'en sais rien. Je veux dire, quand on a été incapable de gérer la crise, quand l'État lui-même n'a pas été foutu, on reparle de la Société française de pédiatrie qui, il y a 6 mois, vous disait qu'il ne fallait pas masquer les enfants, que les enfants n'étaient pas contaminants et qu'aujourd'hui ils le sont. On reparle de la société, concrètement, la SF2H qui venait dire que le virus n'était pas aéroporté et sur cette base, on a refusé des masques FFP2 aux infirmiers de bloc opératoire, alors qu'aujourd'hui, on a les études qui viennent dire qu'il est aéroporté et que ce serait quand même bien de protéger les personnels de santé. Tout le monde s'est planté dans cette crise. Alors moi, j'accepte qu'on vienne donner des leçons à Raoult, le cas échéant, s'il s'est planté. J'en sais rien s'il s'est planté ou pas. Encore une fois, moi, je ne suis pas membre de l'IHU. Ce que je note, c'est que j'accepterai la critique contre Raoult quand on fera de l'autocritique dans ce pays et que chaque société savante, que chaque syndicat, que chaque personnalité publique, eh bien, fera son autocritique. On se souvient sur les plateaux télé qu'en mars, je peux ressortir les images, j'étais un des seuls à dire arrêtez la comparaison avec la grippe. C'est stupide. Oui, il faut le dire que même le gouvernement avait fait cette comparaison. Absolument. Quand effectivement, on se souvient qu'en mars, chez Morandini, je disais attention, l'Italie commence à trier ses patients et qu'on m'a dit mais enfin, n'affolez pas la population. J'ai les images où on me dit n'affolez pas la population. Quand effectivement on se souvient de ce qu'il y a quelques semaines encore, j'étais sur les plateaux télé masqués et où des médecins disaient j'étais le premier à être masqué sur les plateaux télé. Et depuis, ça a créé une mode. Et où on disait non, les masques ne sont pas utiles sur les plateaux télé. Je dis, bon, alors, en la matière, je vais vous dire un truc. Je pense que tous ceux qui critiquent Raoult feraient bien de la fermer 5 minutes. Parce que finalement, on voit facilement la paille qui est dans l'œil du voisin, mais la poutre qui est dans la sienne, on a beaucoup de mal à la voir. Et moi, je trouve quand même qu'on pourrait aujourd'hui s'interroger sur un point. Je pense aux enfants particulièrement. Alors, ces gosses, ils sont contaminants ou ils ne sont pas contaminants? Eh bien, on n'en sait rien. Aujourd'hui, on masque les gamins à partir de 6 ans. L'Italie l'a fait. L'Italie l'a fait depuis le mois de mai. Elle a différé la rentrée scolaire parce qu'elle n'avait pas de masque pour les enfants. Pas de masque pédiatrique. Mais nous, on n'a pas arrêté de dire les enfants ne sont pas contaminants, renvoyez-les à l'école, ils n'ont rien à craindre. Et aujourd'hui, tout à coup, la Société française de pédiatrie vous dit l'inverse. Elle s'est excusée. Hein? Qui s'est excusé? Il faut rappeler par contre aussi que je fais un peu l'avocat du diable avec un autre avocat naturellement. Non, attendez. L'avocat du diable, c'est moi. Il est bien là le problème. Non, mais attendez, aujourd'hui, il est là le problème. C'est que c'est moi qui défends le diable. Aujourd'hui, il est là le problème. C'est que nous avons d'un côté. Non, mais nous avons d'un côté les saints et les saintes de Dieu. On fêtait à Toussaint récemment. On a les saints et les saintes de Dieu. Vous savez, les vierges immaculées. Et de l'autre, le diable. Vous savez, celui-là, là, avec sa barbe, c'est le diable. Ouais, et bien franchement, moi, je vais vous dire, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est pas si simple que ça. Et franchement, si on devait faire le bilan de ce que chacun a fait, je suis sûr qu'on s'amuserait un peu. Non, je voulais tout simplement dire qu'effectivement, le sujet de la contamination des enfants, de la capacité de contaminer de la part des enfants, avait été débattu aussi ailleurs. Je me rappelle que, par exemple, le Danemark, de mémoire, était l'un des premiers pays qui avait rouvert les écoles en mai et qui s'était finalement arrangé, mais que cet été, par exemple, a fermé plutôt de façon définitive ses frontières pour éviter aussi des échanges avec d'autres pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première règle, c'est celle de l'humilité. Et que, ouais, admettons, on peut se tromper. Moi, admettons. J'en sais rien, moi, d'ailleurs. Je veux dire, mais, ouais, on peut se tromper. Peut-être. Peut-être que, j'en sais rien. Encore une fois, je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais même pas à quel propos on fait référence. Mais ceci dit, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas à quel propos on fait référence de Raoult. Mais ce que je note, c'est que ceux qui sont ces plus farouches opposants sont probablement ceux qui ont raconté n'importe quoi en février. Alors, si vous voulez, j'ouvre une parenthèse et je la referme. Il y a un phénomène marrant que j'ai observé. Tous
les rassuristes, appelons-les comme ça, de février, sont les alarmistes d'aujourd'hui. Aurait-il quelque chose à se faire pardonner? Par ailleurs, qui en juin, quand on a rouvert les écoles, quand on a arrêté une place sur deux dans le métro, quand on a recommencé à vivre, s'est réjoui dans la presse, un président de syndicat qui s'est réjoui dans la presse de ce que maintenant il fallait recommencer à vivre, que finalement le virus était derrière nous et qu'il fallait recommencer à vivre. Ah bon? Ah bon? Alors lui, il a le droit de le dire. Mais si Raoult l'avait dit, mon Dieu, ce qu'on aurait dit. Si vous voulez, à un moment donné, on ne va pas se tromper. Tout ça est devenu un conflit de personnes, rien d'autre. Moi, je m'en fous des conflits de personnes. Chacun pense ce qu'il veut de Raoult, c'est son problème. Moi, je suis peut-être un des seuls dans ce pays qui a plus de questions que de réponses. Et mes questions, moi j'ai toujours dit pour les ministres par exemple, qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule pour les ministres? Mais qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule? Vous parlez du collectif C19 et la plainte qu'on a déposée. Mais putain, des confrères sont allés écrire dans les revues que je racontais n'importe quoi, que ça ne passera jamais la commission des requêtes. Le Dupond-Moretti lui-même est venu critiquer nos actions. J'entends encore des personnalités médicales, juridiques, sur les plateaux télé, dire que ça ne passerait pas. Ça ne passera pas. Je m'entends, hein. Finalement, moi j'ai toujours dit, écoutez, moi j'ai plus de questions que de réponses. Moi, quand j'ai des questions, je les pose. Et je les pose à l'autorité légitime. Moi, je ne fais pas de politique. Je fais du droit. Et je le fais bien. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et bizarrement, la commission d'instruction a ouvert une enquête. Bah merde alors. Il y a eu des perquisitions. Bah merde alors. Bah merde alors. Je veux dire, quand même, merde alors, quand on y pense. C'est fou quand même, hein. La commission d'instruction a ouvert une enquête et des perquisitions. J'avais peut-être raison alors de poser des questions. Et je continue de dire. À chaque fois qu'on essaye de me faire dire « Mais les ministres sont coupables !» Non, non, ça c'est vous qui le dites. Moi, je cherche la vérité. Et le professeur Raoult est venu me voir précisément pour ça, parce qu'il cherche la vérité. Mais le problème, c'est que qui se soucie encore de la vérité dans ce pays? On fait comme Pilate, on se lave les mains, mais par contre, effectivement, personne ne cherche réellement la vérité. Et je voulais parler un petit peu de la dimension européenne aussi de la gestion de cette crise, mais aussi de l'attitude vis-à-vis de l'utilisation de la chloroquine. C'est d'hier la nouvelle de l'Italie, qui vient d'Italie, où il y a Matteo Salvini, qui est le chef du parti de la Ligue, actuellement à l'opposition, qui entre autres demandé au gouvernement italien de promouvoir la distribution de la chloroquine aussi à domicile pour naturellement les malades, etc. En Italie, il y a eu ce changement un peu d'opinion de la part de l'agence du médicament italienne. Est-ce que vous êtes prêt aussi à porter les recours aussi au niveau européen si jamais c'était nécessaire? Ou bien à trouver des alliés, j'utilise un peu ce terme peut-être impropre, dans d'autres pays? Mais les alliés, cher ami, on les a déjà. Enfin, pardon, mais je veux dire. En dehors de l'Europe, en dehors de la France. Non, mais mes alliés, ce sont des professeurs de médecine qui, tous les matins, moi, j'ai pas d'avis sur la question, mais je vous enverrai ma boîte mail, hein, une photo de ma boîte mail. Tous les matins, j'ai un professeur de je sais pas où, du Danemark, qui m'écrit, un professeur de Chicago qui m'écrit, d'ailleurs un de chez moi. J'ai effectivement des professeurs d'Italie qui m'écrivent, professeurs de Suisse. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent, écoutez, on ne comprend pas ce qui se passe avec la chloroquine. Nous, on l'a testé, ça fonctionne, on a publié, voilà. Mais on a du mal à faire accepter nos publications, par exemple. Bizarre, ça aussi. On a du mal à faire accepter nos publications. Bon. Mais régulièrement. Si vous voulez que Salvini... D'ailleurs, Salvini, entre nous soit dit, je ne vois pas en quoi cette affaire le concerne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je ne fais pas de politique. Donc Salvini, il pense ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Moi, si vous me demandez est-ce qu'il faut distribuer la chloroquine à domicile, je vous ferai la même réponse inlassablement. Je n'en sais foutrement rien. Et je continuerai de dire, je n'en sais foutrement rien. On me pose souvent la question, mais vous, est-ce que vous en prendriez? Mais elle est débile, cette question. Moi, je ne prends pas de médicaments par moi-même, d'abord. Je veux dire, j'ai effectivement un médecin en qui j'ai confiance, et c'est ce médecin qui décide de ce que je prends en accord avec moi. Probablement ou pas d'ailleurs, lui poserai-je la question, si j'en ai envie, de la chloroquine, j'écouterai ce qu'il a à me dire, et fin de l'histoire. D'où l'importance, si vous voulez,
de nouer le dialogue avec son médecin. Sauf qu'on oublie une dimension un peu rapide, que c'est ce dialogue-là qu'on a cassé en mars. On a dit aux gens, n'allez pas au cabinet du médecin, surtout n'y allez pas. Aller directement aux urgences. Et encore, et encore. D'accord. Attendez chez vous. Si vous n'êtes pas à l'article de la mort, attendez chez vous. Et si ça passe, bah ça passe. Si ça passe pas, bah ça passe pas, quoi. C'est pas de bol. Bon, on a rompu le dialogue patient-médecin. C'est pas du fait du médecin, hein. Je veux dire, c'est pas du tout une critique ailleurs du médecin d'ailleurs. Mais je pense que on a rompu ce dialogue patient-médecin. Et je pense que ce débat de la chloroquine, il est sorti du champ médical pour entrer dans un champ politique précisément. Et c'est là où le bas blesse. Quant au recours communautaire, si vous voulez, bah, en tout cas, je pense qu'il y a une question qu'on pourrait raisonnablement se poser et que le juge d'instruction sera forcément appelé à se poser dans sa dimension communautaire, c'est pourquoi le remdesivir a eu une AMM communautaire et pourquoi est-ce qu'effectivement la chloroquine semble décriée par les instances communautaires. C'est une question qui peut se poser. Je veux dire, mais est-il permis de se poser des questions? J'ai donné... Vous avez vu ce qui se passe en ce moment? On peut raisonnablement se demander quand même ce qui se passe. Vous avez vu ce qui se passe? Il s'est passé deux choses cette nuit, une chose cette nuit, où Trump a fait un discours dans lequel, dans lequel il dit que les démocrates lui ont volé l'élection, s'il veut. On est en train de parler de l'élection américaine, ouais, des résultats de l'élection américaine. S'il veut, il a le droit de le dire. Hop, immédiatement censuré par Facebook et par Twitter. Vous avez vu où on en est là? Et c'est bizarre, hein? Moi, sur Facebook, je faisais une interview, Courrier des stratèges, je crois, où ils ont publié la vidéo, où je dis la même chose que je vous dis. Hein. La chloroquine, bon, j'en sais rien, si ça marche et je m'en fous. Pas mon problème, en fait. Je veux dire, c'est pas mon problème. J'ai pas de réponse, donc je ne vais pas m'intéresser à une question. Je ne peux pas répondre à cette question. Le problème, c'est qu'on essaye de m'y faire répondre. Or, je refuse d'y répondre, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Mais le simple fait de se poser la question a suffi à Facebook pour nous censurer. Et à côté de ça, j'ai des médecins qui disent « Je n'arrive pas à publier les études qu'on a faites, nous, que ce soit à Chicago, que ce soit sur les réseaux, sur les réseaux, ou même dans des revues qui refusent de les accepter maintenant. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, si vous voulez, l'avocat, c'est toujours un... Comment je vais dire? Il est toujours un peu anti-système, l'avocat. Toujours. C'est un type qui toujours a des... qui sent les choses, le mec. L'avocat, il est là pour sentir les choses. Enfin, il n'est pas trop mauvais, en tout cas. Ils sont là pour sentir les choses. On a l'habitude. Ouais, moi, je suis dans des grosses affaires de santé publique et ça pue, ce truc. Honnêtement, ça pue, ce truc. Il se passe un truc, là. Il se passe un truc. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui disent que c'est de la fake made. Vous imaginez un peu? De la fake made. D'ailleurs, on est dans une période en France en particulier où on voudrait défendre la liberté d'expression pour d'autres raisons, malheureusement, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine, etc. Mais c'est toujours la liberté d'expression. Ah non, 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 non. En France, la liberté d'expression, elle n'existe plus. Bien sûr que non, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Je veux dire, vous avez une liberté d'expression, mais regardez ce qui se passe avec Raoult. Finalement, je veux dire, la liberté d'expression, elle existe quand vous allez dans le sens du vent. Mais d'ailleurs, le vent, quelle que soit la direction du vent, mais il faut, voilà. En France, on est pro ou anti, on est pro-immigration ou anti-immigration. On est pro-islam ou anti-islam. Et on est pro-chloroquine ou anti-chloroquine. On est pro-Raoult ou anti-Raoult. On est pro-Trump. Il n'y a jamais de nuance, à votre avis. Donc... Mais parce qu'on est dans une caricature de la liberté. Ce pays n'est pas un pays de la liberté, c'est un pays de la caricature de la liberté. C'est tout. Je veux dire, il n'y a qu'à voir, on a attenté à la liberté de prescription des médecins, on a interdit la délivrance en ville de la chloroquine. Et ça, tous les médecins disent, ouais, mais c'est normal, la chloroquine, vous comprenez, c'est de la fake med. Mais enfin, mon garçon, t'es qui pour dire que c'est de la fake med? Tu te prends pour qui à un moment donné? Parce que tu as 3 abonnés. Parce que tu as 3 abonnés sur Twitter, tu te permets de venir que c'est de la fake med. Parce qu'effectivement, tu as un brushing qui te permet de passer à la télé, tu viens juger de ce que les pharmaciens ont le droit de faire ou pas. Moi, je te parle de droit, là, mon chéri. Je te parle effectivement de principes généraux du droit. Et tu me dis, c'est bien fait. Mais vous vous rendez compte que des gens ont dit sur Twitter et ailleurs, hein, que ailleurs aussi, ils ont dit, mais c'est normal que les pharmaciens n'aient pas le droit de délivrer. Oh, ça va pas la tête? Ça va pas la tête, là?
C'est quelque chose effectivement que ça prend des proportions parfois qui sont absolument énormes et qui vont au-delà du domaine Parce sanitaire. que, parce que nous confondons la vérité avec l'opinion. Oui, ça c'est effectivement un grand problème que nous avons non seulement en France. Je voudrais revenir un petit peu aux deux recours, enfin à ce recours. Quelles sont les prochaines étapes, juste pour Prochaines étapes, comprendre un petit peu? on a saisi le Conseil d'État Mhm, en lui disant, à notre ami le Conseil d'État, en lui disant, écoutez, moi je comprends pas. Je pige pas, parce que vous m'avez refusé une RTU, vous pouvez pas, mhm, Sanofi n'a pas été contacté, donc je comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas contacté, alors que c'est obligatoire. Vous m'expliquez qu'il y a une cardiotoxicité, mais enfin vous vous foutez de moi. Et enfin, en troisième lieu, vous m'expliquez que ça ne fonctionne pas, là où je vous dis pas que ça fonctionne, je vous dis qu'il y a des présomptions, il y a des indices pour que ça fonctionne. Et me dites mhm, pas que les études que je vous ai données ne sont pas un indice. Et vous pouvez d'autant moins le dire qu'il y a 3 mois, vous avez accordé une ATU au Remdesivir. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, devant le juge pénal, devant le juge d'instruction, enfin, dans le procureur de la République, on va aller examiner un peu l'attitude des autorités sanitaires, donc mettre en exergue, mettre en balance ces deux attitudes, et venir lui poser la question, très simplement, de savoir si donner du remdesivir, alors que bon, pas génial quand même au niveau de l'efficacité et au niveau des effets secondaires, c'est quand même douteux. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en danger de la vie d'autrui? Premier élément. Et surtout, deuxième élément, est-ce que la NSM est tout à fait indépendante? Ou est-ce qu'il y a mhm, eu. Est-ce que Gilead a un petit peu poussé à la décision? Est-ce que Gilead est un petit peu intervenu? Et est-ce que finalement, à cause d'un problème de temps, bien sûr, certainement pas d'un problème de corruption, je n'oserais l'imaginer, mais parce que Gilead a fait ses propres études et qui, du coup, ont été jugées peut-être suffisantes par la NSM? Je ne sais pas. Mais comment j'explique qu'un médicament dont il est notoire qu'il ne marche pas a été mis sur le marché et remboursé par la collectivité? Je ne comprends donc, pas. tout ça, c'est les questions que vous avez posées. Mais quels sont les temps de la procédure? Oh, le temps de la procédure, c'est le Conseil d'État, il faut compter 2 3 mois. Et puis, oui, enfin, je vais dire un truc après, mais un truc que j'ai pas dit encore, mais 2 3 mois, effectivement. Et puis, il faut compter le temps qu'il faut compter. Si vous voulez, Didier Raoult, il s'en fout du temps. Mhm, Il a envie d'inscrire sa démarche dans le temps. Parce que on va pas tous mourir du Covid, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. A priori, il va y avoir des survivants dans cette crise. Et même, je vais vous dire, la majorité, il faut faire en sorte absolument qu'on ait un nombre de décès le plus bas possible. Des mhm, gens vont continuer de mourir, hélas, mais des gens vont continuer de survivre. Et la société va continuer de survivre. Et quand cette société va sortir de la crise, parce qu'elle en sortira, eh ben, il sera le temps des responsabilités. Mais ces questions, elles se posent maintenant si on veut des réponses plus tard. Ça, c'est ma mhm. petite pique aux imbéciles qui me disent que c'est après la crise qu'on pose les questions. Non, espèce d'imbécile. Pardon pour ceux qui disent ça, hein, mais enfin, pardon. Mais le temps de la crise, il est le temps de la question. Le temps post-crise, il est le temps de la réponse. Euh, Didier Raoult, il est dans la même logique que moi. C'est-à-dire, posons les questions, et quand viendra le temps de la réponse, viendra le temps de la réponse. Alors, on a vu que la justice, dans l'affaire des ministres, va assez vite quand même. Oui, Gageons qu'il en soit de effectivement. même. Vous pouvez reconstruire un peu les temps de cet autre On avait dossier. posé plainte en mars. En Mhm, août, juillet, la commission des requêtes se réunissait, le parquet disait on ouvre une enquête préliminaire, la commission des requêtes disait on ouvre une instruction. Septembre, octobre, audition des plaignants. Novembre, novembre, euh, perquisition chez les ministres. mhm. Et d'anciens ministres. Et bien sûr, Donc, quand on entend absolument. quitter Mais, le... et par ailleurs, moi, ce que je vais faire aussi, la Didier Raoult m'a écrit tout à l'heure, donc ça, c'est pour l'instant, c'était pas acté, ça l'est maintenant. Je vais aller titiller un peu Sanofi. J'ai Mhm. reçu mandat pour aller titiller un peu Sanofi qui vient d'écrire au ministre en disant mais je comprends pas, est-ce que je peux continuer à livrer l'IHU? Vous comprenez, Sans vouloir, voilà, sans vouloir rentrer dans les détails du dossier, ça veut dire Ah non quoi? mais c'est Que vous important parce allez que porter non mais attendez, c'est plainte? important parce que Sanofi est en train de refuser de livrer l'IHU en chloroquine quand même. Mhm. Parce que Sanofi apparemment aurait eu une relation avec les instances sanitaires, je ne sais pas, c'est ce qui semble se dessiner de ça, qui lui aurait dit il ne faut plus livrer. Mhm. Parce que ça n'a pas la MM, ça n'a pas la TU, ça n'a pas le RTU, donc vous ne pouvez plus livrer. Donc vous voyez ce qui se passe.
D'un côté, on me refuse une RTU dont je n'ai pas besoin. De l'autre, on me dit, mais non, vous ne l'avez pas, donc vous ne pouvez plus prescrire et je ne peux plus vous livrer. Sauf qu'on n'a pas le droit de faire ça. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le labo n'a pas à s'immiscer dans la relation patient-médecin. On empêche un médecin de traiter ses patients en lui refusant, une entreprise qui fait du commerce refuse de lui livrer un produit sanitaire. Mais alors, si demain la chloroquine marche, admettons que demain, il y a une étude qui montre internationale que la chloroquine marche, je sais, on va me dire c'est impossible. Mais vous savez, impossible n'est pas français, paraît-il. Donc, effectivement, imaginons que demain on découvre, bah merde, ça marche. Tous les patients qui sont morts à cause de leur connerie, qui en sera responsable? Premier élément. Et deuxième élément, depuis quand on vient s'immiscer dans la relation patient-médecin? Les médecins qui se félicitent de ça sont au mieux des aveugles, au pire des imbéciles. Il faut arrêter. D'où une entreprise commerciale, un laboratoire et un État, en lien, en connivence avec un État, viendrait s'opposer. Et alors quoi, la prochaine étape, c'est qu'on va m'obliger à vacciner les patients maintenant? Et demain, alors les antibiotiques, on va me demander comment je les utilise. Et si le laboratoire dit « Ah ben non, vous les utilisez mal, il ne me les livre plus », c'est les laboratoires maintenant qui veulent que… Qui soigne les patients dans ce pays? Les médecins, l'État, les laboratoires? Je ne sais plus, moi. Qui soigne les patients? Dans ce pays, on n'aime rien de moins que les médecins. Les médecins, on ne les aime pas. La vérité, c'est qu'on ne les aime pas, les médecins. Et à vrai dire, ils se détestent eux-mêmes, donc ce n'est pas très compliqué. Mais, je veux dire, Sanofi joue un jeu dangereux, là, parce que je vais aller leur titiller, et s'ils refusent de livrer la chloroquine, bah, je vais les assigner en refus de vente. Mais le laboratoire n'a pas à s'immiscer dans la relation patient-médecin. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays-là? On est devenu fou. Est-ce que vous savez s'il y a des situations pareilles, similaires dans d'autres pays européens? Apparemment pas. Hein. Le Maroc continue effectivement d'être libre en chloroquine. On voit que l'Italie, ça pose pas réellement de problème puisqu'ils continuent d'utiliser. Parce que bon, l'Italie, on parlait de l'agence sanitaire tout à l'heure, mais il n'empêche que ça continue d'être prescrit. Hein. Les médecins n'ont pas d'interdiction de prescription. Aux États-Unis, c'est pareil, les médecins n'ont pas d'interdiction de prescription. Hein. Ça n'existe pas, l'interdiction en tant que telle. Hein. Donc, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Mais vous pensez parce que c'est vrai que on a toujours une dimension actuelle dans l'immédiat et une dimension future en ce qui concerne les responsabilités. Mais là, est-ce que vous pensez qu'il y aura une accélération du dossier, par exemple, pour essayer de trouver une solution, vu que de toute façon, il y a les réanimations qui qui sont bien remplies encore, déjà. Ce que je pense, le débat sur la chloroquine ne se résoudra pas dans le temps de la crise. Mais il importe, dans le temps de la crise, que les médecins aient à leur disposition une liberté de prescription. Ça, je pense que c'est fondamental. C'est un principe. Sous leur responsabilité. Mais je n'ai pas. L'histoire, ça ne marche pas. Il faut faire très attention avec ce ça ne marche pas. Ça veut dire quoi, ça ne marche pas? Moi, par exemple, j'ai des clients qui ont mis des patients sous azithromycine et qui disent, bah, on est 12 médecins, on est 6 à l'avoir fait, 6 à ne pas l'avoir fait, tous ceux qui l'avont fait, les patients n'ont pas été hospitalisés. Moi, j'en sais rien. Hein. Je dis, mais… Et donc, ces mecs-là, on va leur dire demain matin, non, tu n'as plus le droit. Mais attends, les patients, ils vont mieux. Tu ne peux pas me prouver qu'ils vont mieux. Attends, je ne peux pas te prouver qu'ils vont mieux. Moi, je te le dis qu'ils vont mieux. Je te le dis. Non, 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 tu peux pas. Mais qui décide? Ben, moi, comité scientifique, moi, avec mon tampon de l'étude, j'ai découvert que… Et si on avait laissé la Lancet se faire? Et si on n'avait pas effectivement mis en évidence que le Lancet était une info pourrie et une étude pourrie, il se serait passé quoi? Et ça existe la possibilité de se tromper ou pas? Et si on se trompe sur la chloroquine, est-ce qu'on peut admettre l'idée qu'on se trompe? Est-ce qu'on peut admettre l'idée que puisqu'il n'y a pas de consensus, peut-être la vérité n'est pas facile à trouver? Est-ce qu'on a le droit de l'admettre? Ben non, on ne l'admet pas. Vous savez pourquoi on ne l'admet pas? Pourquoi? On ne l'admet pas parce qu'on est des arrogants. Nous sommes un pays d'arrogants. Nous avons, dans cette crise, c'est la crise de l'arrogance. Nous avons des États qui sont arrogants, qui effectivement, concrètement, entre les États-Unis, tous les pays d'Europe, on est des arrogants. C'est pas étonnant de voir que finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, paradoxalement, vous imaginez, quelle honte, ce sont les anciennes colonies ou protectorats français, ou même européens, qui s'en sortent le mieux. Mais quelle honte. Ça sort pas mieux? La Tunisie s'en sort, le Maroc s'en sort pas mal,
L'Algérie s'en sort pas si mal. Au regard des moyens, l'Afrique s'en sort pas mal. On avait prévu une pandémie en Afrique. Finalement, ils s'en Finalement, n'est sortent pas pas arrivé. mal. Elle n'est pas arrivée, ils s'en sortent pas mal. Mais est-ce qu'on a la même capacité de tester, de vérifier? Ah, mais attendez, les morts, c'est les morts, quoi. Il n'y a pas Oui. eu d'augmentation de la mort. Vous imaginez bien que, je veux dire, au Maroc, c'est pas un pays, c'est pas un pays sous-développé, le Maroc, hein. Alors, Yeah. euh, et pour revenir aussi à l'autre dossier que vous suivez, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pour voir ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines, mois, à propos du collectif C19 Bon, qui, bah, ce qui va se passer, c'est que euh, là, le juge d'instruction, pour nous, a été saisi. Donc, mes clients vont être auditionnés par le juge d'instruction. D'accord. On va avoir les résultats des perquisitions dans les semaines qui viennent maintenant. Et en sachant que mes clients, il y a un truc assez intéressant, c'est que mes clients avaient dit à la Cour de justice de la République, enfin à la commission d'instruction, avaient dit, mais on aimerait bien quand même pouvoir vous faire passer des questions qu'on Mhm. aimerait que vous posiez à nos confrères, parce qu'après tout, ils sont quand même médecins, Olivier Véran et au moins Agnès Buzyn, je ne parle pas de Salomon, mais au moins effectivement, parce qu'il soit ministre, mais au moins Agnès Buzyn et Olivier Véran sont médecins quand même. Nous, on aimerait leur poser des questions confraternellement. Et la commission d'instruction a dit quelque chose d'assez touchant. Elle a dit, mais rien n'exclut qu'on organise, vous pourriez leur poser vous-même, Mhm. dans le cadre de confrontation qu'on organiserait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Si on arrive à organiser une confrontation, enfin si on arrive, si la commission organise une confrontation entre les protagonistes de cette affaire, d'un côté les ministres, de l'autre les médecins qui étaient au front à poil, c'est extraordinaire. Ce serait le signe d'une vitalité démocratique insoupçonnée. Mais en sachant que sur le timing, par exemple, la commission avait laissé entendre, elle était très vexée, pour l'anecdote, elle était très vexée de ce qu'on ait pu dire, de ce que j'ai pu dire, mais je pense qu'il y a un malentendu, de ce que j'ai pu dire dans la presse, que c'était long, très long. Alors d'abord, c'est pas sympa de dire que c'est moi, parce qu'il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Et puis parce que c'est vrai, surtout. Et on a dit non, non, et du coup, elle était un peu vexée, et elle a dit que de toute façon, cette affaire se sortirait rapidement. Ah, mais moi, aucun problème, hein. Et donc, on peut s'attendre à ce que, à la fin de l'année scolaire, juin, pas très longtemps quand même, juin 2021, on ait une décision de renvoi ou non des ministres devant la formation de jugement. D'accord. Et une dernière question. Je parle aux citoyens, Fabrice Devizio. Quelle est votre opinion sur la suite? Qu'est-ce que on endurcira le confinement? Je pense que la suite, je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment, c'est que le pire n'est jamais certain. Hmm. C'est assez amusant. Quoi? Alors, mon sentiment, Didier Raoult a une expression que j'aime beaucoup. Hmm. Il dit, on est devenu cinglé. Il dit, on est devenu cinglé. Et je pense qu'il a raison. On est devenu cinglé. On dit, on a perdu le contrôle de l'épidémie. Je pense qu'on a surtout perdu le contrôle de nos nerfs. Hmm. Je pense que nous sommes dans une situation dans laquelle nous avons une pire qu'en mars, une peur panique de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, parce qu'on voit qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe. Hmm. Or, nous avons cru que nous étions capables de maîtriser. Regardez le changement climatique. On maîtrise le changement climatique. L'homme a cette puissance de croire qu'il peut influer sur les éléments et tout maîtriser en permanence. On fait des plans contre les tremblements de terre, on fait des plans contre les tsunamis, on fait des plans. Et c'est bien de faire des plans. C'est bien de faire des plans. Sauf que là, on n'en a pas fait, d'abord. C'est le premier problème. On a peut-être bien d'en faire un, mais deux, le problème, c'est que les choses ne se déroulent pas comme on l'avait prévu. Et comme où on ne fait pas de plan, où on est enfermé dans nos plans, quand effectivement ça dérape un peu, on n'est plus capable de s'adapter. Et il dit quelque chose, Didier Raoult, pour le coup. On va encore me dire que je suis devenu un fan de Didier Raoult, mais non.
je suis capable de discerner ce qu'il dit. De temps en temps, il dit un truc que je trouve, parce que pour le coup, on est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je suis d'accord. Il dit, dans une tempête, les mecs qui ont peur, vous les mettez à la cale et vous les enfermez dans la cale. Le problème, c'est qu'il faudrait enfermer tout le monde aujourd'hui dans la cale. Parce que pessimiste, je crois comprendre. Non. Je suis réaliste. Quand j'entends des médecins venir, le seul mec qui a un propos intelligent, que j'ai entendu un propos intelligent récemment, c'est eh bien, effectivement, Juvin, lorsqu'il a dit. Professeur Juvin, ouais. Quand il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit on peut confiner tout ce qu'on veut, mais si on n'est pas capable de savoir quels sont les lieux de propagation de l'épidémie et donc les lieux majeurs de contamination, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. Et c'est un propos qui est tellement évident qu'il en devient génial. Je veux dire, on n'est toujours pas capable, mais c'est vrai partout dans le monde, hein, on n'est pas capable de savoir où l'épidémie se propage. On n'est pas capable de le savoir. Vous vous rendez compte? Et donc, si vous voulez, ce que je crois, c'est que ce gouvernement, en France en tout cas, mais c'est vrai en Europe aussi, il y a une espèce d'effet de mimétisme. Regardez, la France se confine, l'Allemagne se confine, l'Italie se confine. Alors, du coup... Dans les doutes, on se confine. Hein? Bien sûr. Sans savoir si ça marche ou pas. Ah oui, on nous explique qu'on a des effets, machin. Mais le confinement indifférencié, dire on sait que ça sert à rien. On sait que ça sert à rien. Non mais je tempère mon propos. Je ne veux pas effectivement ici venir dire que le confinement ne servirait à rien et que finalement il s'agirait de le violer. Surtout pas. Mon propos, il est de dire que le confinement indifférencié est moins efficace que le confinement ciblé. Et effectivement, que, en gros, les frappes chirurgicales sont toujours plus efficaces, parce que plus précises, que, en gros, effectivement, la bombe atomique, quoi. Là, on est en train de tuer des gens. Quand j'entends des médecins réclamer un confinement plus sévère, bon. Et est-ce qu'on accepte de se poser des questions? Encore une fois, hein, des questions, une en particulier. Comment j'explique? On me dit, écoutez, c'est incroyable quand même. Ah ouais, maintenant il y a un truc, on me dit, mais les secondes vagues, elles sont toutes plus meurtrières que les premières. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit là? La fatalité. Maintenant, on s'excuse par avance de ce qu'on va morfler et morfler. Alors, grave. Et deuxième élément, on me dit, mais ouais, mais finalement, aujourd'hui, on est dans une deuxième vague plus meurtrière, c'est vachement plus grave. Mais je ne comprends pas. On est tous masqués. On est tous masqués. On a le liquide, on a le liquide hydroalcoolique, on a tout. Comment j'explique? J'ai pas de réponse. Alors on me dit, ouais, mais en fait, vous comprenez, c'est à cause des restaurateurs. Ah bon? C'est à cause des barman. Ah bon? Ils ont été capables, à eux seuls, propager une deuxième vague plus meurtrière, dit-on, que la première. Ah bon? Donc ça veut dire que un petit nombre de lieux. Ah donc, alors, si c'est les restaurants et les barman, c'est facile alors. Pourquoi on confine alors? Il suffit de fermer les restaurateurs et les barman et puis c'est fini. Pourquoi on a fermé les salles de sport? On a constaté que le confinement numéro 2, c'est un peu plus tiède par rapport à... Vous voulez. Non mais je veux dire, alors, je ne comprends pas. On m'explique que dans le métro, on ne se contamine pas. Ok. Dans les écoles, on ne se contamine pas. Ok. Dans les lycées, on ne se contamine pas. D'accord. Dans les universités, ah si, on se contamine dans les universités, mais pas dans les BTS, attention, hein. Pas dans les BTS. Attention. Alors moi, mon fils, c'est extraordinaire. La fac, c'est extraordinaire. Maintenant, ils sont en télé-enseignement, mais ils ont été capables de faire un truc qui prouve quand même que de temps en temps... Quand ils étaient en groupe total, ils étaient en amphi, mais quand ils sont passés en demi-groupe, ils sont passés en salle de classe. Donc, il y avait... Et donc, la distanciation sociale, rien du tout, quoi. Extraordinaire. Enfin bon, je veux dire, la vérité, si vous voulez, il y a aussi autre chose qu'il faut bien comprendre. C'est que cette crise, partout dans le monde, sauf dans quelques pays peut-être, elle est gérée. On parle toujours d'une dictature sanitaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, même si parfois on peut se poser la question, en tout cas. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Mais par contre, on a le droit de se demander s'il n'y a pas une dictature de l'émotion. On a le droit de se poser la question de savoir si finalement, quand j'entends les médecins à Dijon, ailleurs, dans la presse, venir dire, mais vous savez,
Nous, on a des patients de 30 ans, de 40 ans dans nos services de réanimation. C'est horrible. Oui, parce que d'habitude, c'est génial, un service de réa. On se marre bien toute l'année. On s'éclate toute l'année. Et donc là, on a des patients, effectivement, et on se marre pas. C'est con, quoi. Je veux dire, à un moment donné, la vérité, c'est que ces réanimateurs font leur job. Ils ont des patients. Ouais, ils ont des patients peut-être jeunes. Ouais, c'est vrai. Et alors? Et alors? Peut-être ils veulent attirer aussi l'attention sur le manque de moyens qui Le problème, je pense qu'il y a un problème. Alors, il y a une théorie qui circule, qui m'a été donnée par un client. Je la livre telle qu'elle. Je vais encore me faire insulter, mais c'est pas grave. Sans faire de complotisme, hein, attention. Sans faire de complotisme. Mais c'est un constat. Mm. J'ai une clinique dans une région de France, un pneumologue, par ailleurs réanimateur, qui explique que lui, dans sa clinique, il n'a quasiment personne en réanimation. Presque personne. Il met en réanimation des gens qui ont besoin d'être intubés. Je livre les propos tels qu'ils me sont donnés. Que les autres patients qui ont besoin d'une oxygénothérapie sont mis en pneumo, en lit de médecine. Ce qui n'est pas la même chose. Pour une part. Et pour une autre part, quand ils passent par les urgences, ils sont mis sous oxygène en soins de suite, enfin en tout cas en UHCD, en unité de courte durée, et sont renvoyés chez eux en oxygénothérapie. Et de fait, j'ai aujourd'hui SOS Médecins Tours, par exemple, qui maintient des patients en oxygénothérapie à domicile pour leur éviter l'hospitalisation, et donc pas encombrer un lit d'hôpital. Bref. Mais il m'explique qu'il n'y a pas dans sa clinique de raison d'interrompre les soins, et en tout cas les autres soins, je veux dire. Mais que le directeur de l'établissement, je relate le propos tel qu'il est sans le cautionner, eh bien, voudrait quand même pousser à déprogrammer au motif que l'État se serait engagé à lui garantir eh bien, le maintien du chiffre d'affaires, même s'il déprogrammait. Sauf que les médecins ne sont pas contents, et eux s'opposent à la déprogrammation parce qu'eux, ils sont libéraux, et qu'ils sont payés à l'acte. Et que donc la commission médicale d'établissement s'est opposée à la fermeture des lits, et en tout cas, s'est opposée à la déprogrammation. Premier élément. Deuxième élément, il indique que dans l'hôpital voisin, il me demande de faire remonter l'information. Je ne l'ai pas encore fait, vous êtes le premier à qui je le fais, et je ne suis pas sûr que je le ferai ailleurs, je vais encore me faire engueuler sinon. Mais il dit que dans l'hôpital voisin, public, ses collègues réanimateurs, il vient du public, il a été chef de service. Donc, il connaît les deux systèmes. Eh bien, les lits de réanimation sont occupés par des patients qui pourraient être mis en médecine. Et qui donc viennent faire gonfler le nombre de réa. Encore une fois, je prends ça avec toute la prudence qu'impose le propos. Je ne l'ai pas vérifié. C'est un témoignage que vous citez, je répète, qui n'a pas été vérifié. Qui n'a pas été vérifié. Et en tout cas, effectivement, en tout cas, je connais le client, je sais qui il est, et le propos me paraît fiable. Il a un soupçon de fiabilité au regard de la personne qui en témoigne. Mais on a le devoir de le prendre toujours encore avec les pincettes. Mais ce que je sais, c'est qu'il dit, ce que je n'ai pas vérifié pour ma part, donc je ne sais pas, je pensais, mais j'ai été contredit là-dessus par un autre professeur, je pensais que la T2A médecine et la T2A réanimation étaient le même prix. En fait, l'hôpital touchait la même chose que le patient soit en médecine, soit en réanimation. Et il semble, je n'ai pas vérifié l'information, que ce ne soit pas le cas, et que la T2A réanimation soit le double du lit médecine. De sorte que la conclusion, c'est il y a ce mêle des vrais patients de réa, mais de l'autre, effectivement, peut-être quelques arrangements où certains patients pourraient être mis en médecine, mais sont privilégiés en réa, parce que c'est un peu plus facile, d'un côté, et de l'autre, parce qu'en même temps, ça attire l'attention des réanimations sur le manque de moyens, sur le manque de lits, et sur le fait que du coup, on va gonfler le nombre de lits de réa, on va augmenter le nombre de lits de réa, ce que les syndicats réclament depuis des années quand même. Mais si ces patients qui sont en réa n'auraient pas à y être, et pourraient être traités en médecine, c'est une question.
Et donc, selon ce témoignage, il y aurait des raisons qui sont précédentes à la crise et qui d'ailleurs ont été dénoncées. Nous en avons aussi parlé souvent du manque de moyens plus général dans le système sanitaire En que tout cas, selon les. c'est une information qui mérite d'être vérifiée. C'est très intéressant en tout cas ce Je que vous pense dites. que, et c'est pas le premier à le dire, hein. Il y en a deux, trois qu'on a déjà entendu là-dessus. Mais je vais être très honnête, je ne me suis pas fié à leur témoignage parce que je me méfie un peu. Hmm. C'est-à-dire que, et je vais être méchant ce que je vais dire. Vous savez pourquoi je me méfie? Parce qu'ils sont un peu proches de l'IHU de Marseille. Je veux dire, non mais vous voyez, je suis complètement transparent, je suis complètement honnête, en Oui, disant que on peut pas me soupçonner quand même de complotisme ou que sais-je. J'ai pas fait attention à ces propos parce qu'ils émanaient de personnes que je ne connaissais pas et qui par ailleurs étaient proches d'une certaine idée. Voilà. Bon, bref. Là, le problème, c'est que le type qui m'a donné ça est un type extrêmement reconnu dans la profession, extrêmement hmm, reconnu, décoré plusieurs fois, ayant eu effectivement des distinctions honorifiques de la part de l'Académie de médecine, et qui est anti-Raoult. hmm. Tout à Donc, coup, peut-être que. Voilà. Donc c'est intéressant, quand les deux se rejoignent, en tout cas, je pense que, je ne sais pas quelle est la teneur de l'information, mais elle mériterait d'être vérifiée. Et par exemple, je termine là-dessus, mais hospitaliser les patients à domicile, c'est loin d'être con. hmm. C'est quelque chose qui d'ailleurs a été envisagé dans d'autres pays lors de la première vague et qui a plutôt bien fonctionné dans certains Bah, en cas. France, en tout cas, je sais qu'à Tours, ils le font depuis quelques semaines et que ça fonctionne Mhm. pas mal. Donc, et ça ne serait pas une nouveauté. Je vous remercie, S'il vous plaît. Maître Fabrice Divizio. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Didier Raoult, du professeur Didier Raoult, en ce qui concerne le recours qui a été présenté au Conseil d'État et à l'Agence nationale du médicament, la plainte contre l'Agence nationale du médicament, et vous représentez aussi le collectif C19 qui rassemble des médecins, des infirmiers, personnel de santé et qui a porté plainte contre le gouvernement précédent et actuel français et qui a généré aussi des perquisitions. Absolument. Merci beaucoup À pour bientôt. votre disponibilité. Vous êtes toujours le bienvenu sur Push Media. Je remercie aussi notre public pour l'attention et je donne rendez-vous au prochain live de Push. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. À bientôt.